Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'invité du direct ce mercredi matin avec le collectif Amana représenté ici par Dr Boutagou Leila. Leila, bonjour. Bonjour. Et le docteur Nasser Bey Mustafa. Docteur, bonjour. Bonjour. Mustafa. La émission d'économie habituellement, mais l'économie aujourd'hui est complètement liée à, évidemment, au traitement de la pandémie du Covid-19 en Algérie. Et nous allons faire le point sur cette pandémie en Algérie avec des praticiens d'un collectif qui est très actif, le collectif Amana, qui intervient souvent d'ailleurs dans la rubrique Rewaq al-Abyad, consacrée à la solidarité dans l'émission Marnaj Sektin, émission quotidienne ouverte au public sur Radio M. Merci beaucoup d'être venu physiquement au studio. On a du mal à trouver ce qui est peut-être un bon signe d'ailleurs. Hein, merci Hassan, merci à vous aussi de nous donner la parole. Des intervenants qui viennent au studio. Je vais profiter quand même de votre présence. Là, je n'ai pas besoin du casque parce qu'il n'y a pas d'appel téléphonique en même temps, donc je vais m'en débarrasser. Je vais poser une question sur beaucoup d'auditeurs me disent Qadi Hassan, arrêtez de faire baisser la pavette sur le cou. Ça ne sert absolument à rien parce que quand vous la remettez, elle ne protège plus. Donc je profite de la présence de médecins pour vous poser la question et me défendre auprès des auditeurs qui me font observer que c'est ridicule. Est-ce qu'en sortant du studio, en la remettant, elle a plus d'efficacité, la bavette, quand on la baisse et on la remonte? Milieu hospitalier, clinique privée, voilà. Donc, Non, elle sert toujours en fait. Elle sert toujours parce qu'il y a un degré de filtration dans ces bavettes ou dans ces masques chirurgicaux. Donc il sert toujours, ça vous sert un peu, c'est une première barrière. On le dira pas suffisamment. Donc vous, même si vous êtes seul et que là il y a les mesures de sécurité, hein, les distances qui sont respectées, mais une fois que vous sortez, vous ne savez pas à qui vous allez être confronté. Donc mettre sa bavette reste toujours une première protection. Cela dit, cette bavette, elle dure quelques heures, donc un maximum. C'est celle-ci, celle que vous portez en particulier, elle dure quelques heures, donc il faudra la changer fréquemment. Ouais. Alors, nous sommes, je ne me trompe pas, nous sommes le mercredi 13 mai, le couvre-feu, oui, c'est surtout du couvre-feu. Le confinement, on dit par abus de langage, confinement devait se terminer demain dans les wilayas. Il a été prolongé de 15 jours. Il y a eu un débat à ce sujet. Alors, vous, de votre expérience, de votre vécu de praticien, est-ce que le prolongement de 15 jours des mesures de confinement se justifie? Le confinement a été prolongé. Pour de nombreux praticiens de santé, c'était prévisible, vu premièrement la situation actuelle. Il y a encore des consultants qui consultent pour des suspicions de Covid dans de nombreuses structures hospitalières. Il y a encore des cas qui sont toujours enregistrés, donc tout le monde suit le communiqué du ministère à la fin de la journée, donc il y a toujours des cas. La deuxième situation, c'est qu'on n'est pas vraiment à l'aise concernant les statistiques parce qu'on ne dispose pas des moyens suffisants, nécessaires et surtout fiables. Je parle exactement de la PCR qui, en faisant un dépistage massif, on aura une vue plus globale, plus pertinente, plus fiable de la situation sanitaire en Algérie. Donc, ça serait plus prudent de prolonger le confinement. La troisième situation, tout le monde sait qu'on est en plein mois de Ramadan, les gens se déplacent beaucoup, achètent beaucoup de trucs. Donc, si on lève le confinement à ce moment, il faut s'attendre à vraiment un mélange très important des citoyens au niveau des points d'achat, au niveau des points de vente, les visites familiales, il y a les prières les mosquées. Donc, c'est vraiment très... C'était opportun. Vous avez dit c'était une mesure attendue. Est-ce qu'il y a une remontée d'informations pour qu'on prenne ce type de décision au niveau du comité qui gère la crise? Est-ce qu'on écoute les praticiens? Est-ce qu'ils ont un avis à dire dans les arbitrages? En fait, ça a été organisé avec une commission scientifique qui est centrale. Donc, on a une commission au niveau du ministère et on a des commissions scientifiques qui sont faites exclusivement de chefs de service, de praticiens, oui. Donc, on peut dire d'experts. Et effectivement, rien n'est décidé
sans l'aval de cette commission. Donc on s'attendait un peu à cette mesure, hein. On a vu les mesures gouvernementales où ils ont réouvert les commerces, hein, on l'a vu, hein, en espace d'une petite semaine, on a une réascension des cas, et effectivement, bon, là, les chiffres parlent, même si, mais les chiffres parlent, c'est-à-dire que, bon, il y a une réascension des cas, on est encore sur une pente qui est ascendante. Donc, alors ces chiffres-là, justement, ils ont pu être contestés parce qu'on ne découvre pas tout de suite. Il y a l'incubation, il y a les premiers symptômes, le temps du dépistage. Ce n'est pas au bout de 3-4 jours après la réouverture qu'on peut découvrir qu'il y a un rebond de l'épidémie. Par contre, ça a coïncidé avec le moment où les tests PCR sont arrivés et on s'est mis à tester beaucoup plus largement. Oui. Donc il y en a qui disent que c'est plutôt l'effet Oui, c'est élargissement de la population testée. C'est l'une des explications. Tout au début, tout le monde se souvient que l'Institut Pasteur pouvait faire jusqu'à 60 tests par jour. Seulement. Pour tout le monde, c'était très Quand on dit jusqu'à, on a l'impression que c'est beaucoup. Hein. Oui, Et ne pouvez ne faire que 60. Jusqu'à 60 tests par jour. Donc, c'est vraiment très insuffisant. On connaît la situation sanitaire en Algérie. Donc, des efforts ont été déployés. Donc, actuellement, on est arrivé à 400 tests par jour. Donc, si on est à 400 tests par jour, on peut dépister plus de patients atteints. Deuxième chose, on a ouvert une filiale de l'Institut Pasteur, par exemple, à Oran. Il y a certaines structures hospitalières qui se sont dotées de l'appareil de PCR et même de kits de PCR. Donc, c'est l'une des explications qui explique l'ascension des cas, mais ça reste l'une des raisons, pas uniquement. Donc, en tant que praticien de santé, il faut être vigilant. Il ne faut pas uniquement se fier à cette explication. Il faut penser à une extension de ce cas de Covid. On va essayer de comprendre ensemble, pour nos amis auditeurs, à quel moment on se situe dans cet épisode, à quel épisode on se situe dans cette pandémie en Algérie. On a tous pensé à un scénario un peu comme dans les autres pays, avec une montée des cas, un pic, peut-être un plateau sur le pic, puis une redescente. Et on est dans un cas un peu, depuis une vingtaine de jours, un peu différent, où on a une stabilisation du nombre de nouveaux cas, une baisse de la mortalité liée au Covid. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné la bataille, la première bataille, celle où on redoutait un débordement sur les structures hospitalières, mais qu'on n'a pas gagné complètement parce qu'il y a toujours de nouveaux cas? On en est où exactement? En ce qui concerne les nouveaux cas ou l'ascension de la courbe épidémiologique en Algérie, effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est une augmentation qui est constante, mais qui n'est pas en pente raide. Donc vous n'avez pas un afflux massif. On avait surtout peur de ça, parce qu'en fait, le confinement, il faut bien comprendre que le confinement, les mesures de confinement, qu'elles soient donc partielles ou totales, ou même les mesures gouvernementales, donc le couvre-feu, sont faits ou ont été instaurés essentiellement pour ne pas saturer les services de réanimation, qu'on s'entende bien. Donc, ça ne va jamais arrêter une épidémie. Une épidémie, quand elle prend dans un endroit quelconque, hein, dans un pays, et là, c'est mondial. On est dans une pandémie. Donc, on est dans des cas, une ascension qui est régulière. C'est des cas, d'ailleurs, on a des retours de nos amis sur le terrain, qui sont dans des centres Covid, etc., qui nous disent c'est un flux qui est constant, qui est gérable. Et effectivement, on s'étonne aussi que le nombre de cas, donc les services de réanimation ne sont pas saturés. Oui, effectivement, c'est une bonne chose. Les cas, on a effectivement peu, ou par rapport au scénario européen ou américain, peu, on va dire, de cas sévères. Et ça, bon, on peut l'expliquer de diverses manières, parce que c'est une spécificité africaine, et on va dire un peu algérienne. Donc on remet en cause beaucoup de choses, hein, peut-être le séquençage génétique du virus en Algérie a changé, donc probable mutation, une densité de la population qui est différente, hein, parce que quand vous voyez bien, ça a flambé dans des pays où la densité de population est extrême. À New York, vous prenez le cas de New York, ça a été une hécatombe. Ensuite, vous avez aussi
la particularité génétique des Africains, le fait aussi que les pays africains traitent encore les maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'on a encore des plans de vaccination qui sont obsolètes en Europe et aux États-Unis, qui sont complètement abandonnés. Et il y a aussi cette théorie. Alors pour l'instant, il est difficile de le dire. Il y a peut-être aussi probablement, bon, on remet en cause aussi, on discute beaucoup du traitement à l'hydroxychloroquine, mais on n'a pas assez de recul pour pouvoir dire que ça a été la mesure évidente. On va en parler. On va en parler. La question, c'est quand même d'interroger est-ce que c'est pas un peu hâtif de tirer ces conclusions, docteur Tabou? Parce que quand on regarde le taux de létalité, quand on rapporte le nombre de morts versus sur le nombre de cas déclarés, 6 000 pour 515 cas, Oui. on est sur un taux de 9% qui est élevé, Oui. qui est élevé dans le monde. Donc on va dire que en fait, le virus en Algérie, il est quand même agressif parce qu'il tue 9% des personnes qu'il a touchées. Voilà, donc on ne peut pas peut-être encore tirer de conclusion sur le peu d'agressivité de la variante qui est en Algérie, il me semble. Oui. Donc les praticiens qui sont sur... Alors, pardon, docteur, je n'ai pas dit que vous étiez à l'hôpital exprès, je voulais laisser le moment de le dire, le docteur Nasser Bey à l'hôpital de Beni Messous, qui est celui qui a peut-être agrégé le plus de chiffres sur son expérience de prise en charge du Covid. Oui, donc les praticiens, on se parlait avant le studio sur les tests diagnostiques. Donc on sait bien que le test le plus fiable, c'est la PCR. Donc l'Institut Pasteur ne peut pas faire suffisamment de tests pour faire un dépistage plus large. Je ne parle pas d'un dépistage massif comme ça se fait en Corée du Sud ou en Allemagne, mais un dépistage plus important. Donc c'est déjà ça va limiter le nombre de patients. Donc on est devant un taux de mortalité qui est biaisé. Normalement, on ne doit pas atteindre les 9%. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est les praticiens de santé qui sont sur le terrain, nous-mêmes, etc. On a constaté, par exemple, c'est vraiment simple, quand le patient suspect de Covid vient, il vient avec sa famille. Il vient accompagné de 3, 4, 5 membres de sa famille. Parce qu'ils suspectent tous un Covid. On fait le diagnostic du Covid chez un patient ou 2 sur 5. C'est des cas qui sont sévères. Donc, les cas sévères, on va les hospitaliser. Les 3 autres, 4 autres, c'est des formes vraiment bénignes. On ne va pas les hospitaliser, on va leur demander de se confiner et de se protéger. On va faire un PCR peut-être pour les 2 malades. Il faut savoir que la sensibilité, ou pour un terme plus simple, de la fiabilité de la PCR, c'est aux alentours de 68% pour le prélèvement qui se fait par le nasopharynx. Donc, on peut rater jusqu'à 30% des malades. Donc, le patient qui a probablement un Covid+, qui a une PCR négative, mais c'est un Covid+, on ne l'a pas comptabilisé dans les chiffres. Donc, il faut compter les 3 membres de la famille. À qui on va faire un test diagnostic plus simple, c'est les sérologies. Les sérologies qui sont les tests rapides, qui ne sont pas vraiment très fiables. On peut les retrouver même négatifs. Mais ce sont ceux qui permettent de détecter des anticorps. Des anticorps. Qui rendent compte il faut attendre au moins 14 jours, parfois 14 jusqu'à 21 jours pour avoir les anticorps. Et on va passer vers un scanner thoracique. Un scanner thoracique, c'est un examen très simple. On l'a bien dit, c'est un examen très sensible. Il peut détecter jusqu'à 96-97% de Covid. Mais il faut savoir que les signes radiologiques qu'on retrouve, ils ne sont pas spécifiques du Covid. Donc déjà, on a 3 patients qui ont un scanner en faveur d'un Covid, qui ne sont pas comptabilisés. Donc on se rend compte, des fois, on ne peut pas faire un rapport bien précis, mais on peut se rendre compte que le nombre de patients réels est beaucoup plus élevé que c'est le cas. Donc, c'est pour ça que le taux de mortalité est vraiment biaisé. Donc, on peut s'attendre, si on est à 6 000 cas, on peut être à plus de 20 000, 30 000. Oui. Donc, ça va faire baisser le taux de mortalité et le rendre un peu plus conforme un peu à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Est-ce que l'indicateur qui peut-être... Parce qu'aujourd'hui, on est un peu perdu. Enfin, les observateurs et journalistes qui suivent cette pandémie en Algérie, on voit évidemment la baisse du nombre de morts, ce qui devrait être rassurant, mais on voit en même temps que le nombre de nouveaux cas ne baisse pas. Il a pu même augmenter à un moment donné, mais il ne veut pas redescendre. Et est-ce que l'indicateur le plus significatif, ce sont les cas critiques, c'est-à-dire les patients que vous êtes obligés de faire entrer dans des structures de prise en charge? Est-ce que c'est pas... Parce qu'ailleurs, c'est quand même celui-là dont on tient compte le plus. Parce que ça, c'est concret. C'est la population qui occupe les services de réanimation ou les services de prise en charge avant la réanimation. Est-ce que vous avez un indicateur, l'évolution de ce chiffre-là? Est-ce qu'on a un indicateur? Malheureusement, on n'a pas d'indicateur national. Personnellement, je n'ai pas entendu. On a des indicateurs de certaines structures hospitalières où les cas, par exemple le cas de l'hôpital de Beni Messous, du 12 mars jusqu'au 19 avril, ils ont presque eu 1500 consultants.
1500 consultants, ils ont déclaré comme Covid+, presque 300 malades. Ils ont hospitalisé, je pense, 270 malades. Ils ont été hospitalisés jusqu'au 19 avril. Hein. Donc, on est pratiquement à un mois. Donc, jusqu'à maintenant, Beni Messous abrite, je pense, une centaine de malades. Une centaine de malades qui sont... Donc, il y a une décrue. Oui, bien sûr. Par rapport aux 200 et bien quelques sûr, vous avez parlé de la peur d'être submergé par l'afflux important de malades. Donc, si on travaille dans un hôpital, on peut constater ça. Parce que les hôpitaux, ils commencent par désigner un service pour abriter les malades Covid. Si le service se remplit, donc on passe à un autre service. Donc, si le service il est chargé, on passe à un autre. Le cas Beni Messous, on a eu 3 services. Donc, à un moment, 3 services, ils ont désigné un service de référence qui est le service de gastro-entérologie, comme le service de référence pour hospitaliser les patients. Ils sont passés vers un service de pneumologie, puis vers le service de médecine interne. À un moment donné, les autres services s'attendaient qu'on les réquisitionne pour hospitaliser les malades, vu que l'afflux important des malades. Notamment, il y avait beaucoup de cas graves. C'est des patients jeunes, âgés, etc. Donc, à un moment donné, ça a stagné parce qu'il y avait des sorties des malades. Il y avait des malades qui étaient plus ou moins stables, qui avaient des formes bénignes. Ils sont sortis et l'afflux des malades a diminué, il faut le dire. On a constaté ça. Par exemple, premier temps de l'épidémie Covid, ils avaient jusqu'à 120 consultants par 24 heures. Actuellement, on est à 70, 80, c'est vraiment avec une concentration plus importante la journée. Donc la journée, vous avez 65 malades et la nuit, on a une dizaine de malades. Donc l'afflux des malades a régressé, certes. Les cas graves, ils ont régressé. Il y a une stagnation. Il y a une stagnation qu'on peut constater dans d'autres hôpitaux, notamment l'hôpital de Bouferik, l'hôpital de Blida également, et l'hôpital de Mustapha. Donc il y a une stagnation des cas, notamment des cas graves qui nécessitent une hospitalisation. Oui. Alors, est-ce que dans le collectif Amana, vous avez eu une discussion sur justement ce type de prise en charge? Parce qu'il pouvait y avoir une autre manière de prendre en charge. Parce que là, on voit qu'on a réquisitionné des services qu'on a convertis en services Covid dans le même centre hospitalier. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire? Parce qu'il y a des services il y a des hôpitaux où on aurait préféré ne pas sacrifier un service de gastro-entérologie ou un service de pneumologie. Est-ce que c'était la bonne réponse? En fait, la réflexion qu'on a eue au sein du collectif, c'est qu'on a remarqué qu'à Alger, principalement à Alger, on a désigné donc dans chaque hôpital, on a réquisitionné des centres Covid. Et donc notre réflexion, elle a été que pour pouvoir casser la chaîne de transmission, pourquoi ne pas consacrer un hôpital, allez, on va dire 4 grands pôles, Mustapha, l'hôpital du CHU de Mustapha, Bab el Oued, Beni Messous, et El Ketar aussi, parce que c'est un service d'infectieux. Ils ont commencé. Mais il ne resterait plus beaucoup de choses, beaucoup de centres de CHU. Et vous, oui, bon, ça fait beaucoup, où vous pouvez en aller. Mustapha, il y a quoi? On va dire 1500 places, concrètement. Là, on a réservé ce qui s'est fait aussi en dehors d'Alger. Par exemple, la wilayat de Tipaza, là où je travaille, on a consacré l'hôpital de Tipaza, le CHU de Tipaza, comme un centre Covid. Et ce qu'il faut aussi, c'est faire jouer ce qu'on voulait. C'est que, oui, effectivement, pour le reste, il y a plus beaucoup de place. On a cette impression. Mais faire jouer aussi et faire rentrer dans la prise en charge des malades non Covid, des structures sanitaires, donc les EPH, et les centres ou les cliniques privées. Il y a certaines cliniques, dont je ne citerai pas le nom, mais qui ont pris en charge des malades Covid, il faut le savoir. Toutes ne sont pas dotées, parce qu'il y a une direction de la DSP qui est passée, qui a vérifié est-ce que les cliniques pouvaient faire fonction de centres Covid. Et c'était pas le cas, enfin la plupart ne pouvaient pas par manque de matériel de réanimation, je précise. Et non pas vraiment de lits non plus, pas assez de lits, mais voilà, donc on s'est dit pour casser un peu cette chaîne de transmission, réserver des centres Covid ou un hôpital
Covid et le reste non Covid. Parce qu'il faut savoir, à côté du Covid, il y a des patients qui Bien font sûr. autre chose. Bien sûr. Voilà. Alors, pour résumer pour les amis auditeurs, on en est à un moment où on sentait qu'il y a quelques jours, le gouvernement était prêt à crier victoire. Il y avait des signaux qui Ouais, remontaient comme ouais. ça. Et puis il y a une sorte de douche écossaise avec cette obligation de prolonger qui est évidemment liée au comportement de la courbe, qui veut pas redescendre. Et on se pose la question, pour les mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se passe, peut-être qu'on va se retrouver à la fin du mois de mai avec les mêmes chiffres. Donc on serait dans un trend moyen ou faible de la pandémie avec lesquels on devrait vivre et se poser la question, est-ce qu'on va reconduire tout le temps ce confinement et la façon de le gérer? Ou est-ce qu'il ne va pas falloir quand même changer de démarche et à ce moment-là, je ne sais pas vers quoi il faut aller. Vers un déconfinement parce qu'il y a quand même le paramètre de l'activité économique qui pose problème, avec des moyens qui vont avec, ou alors vers un renforcement du confinement pour essayer de finir un peu de manière éradiquer complètement on sent qu'on est dans un entre-deux. Je ne sais pas comment les praticiens peuvent donner des recommandations par rapport à cela. Je pense que le déconfinement total, je pense pour le moment, il n'est pas vraiment intéressant parce que c'est une maladie nouvelle. On ne connaît pas vraiment son comportement. Il y a certains qui prédisent une deuxième vague qui pour le moment, qui n'est pas fondée sur des données scientifiques, etc., puisque c'est un nouveau virus. Donc, on a toujours cette peur d'avoir un afflux important de malades, d'avoir une recrudescence de l'épidémie, que les hôpitaux soient submergés, que l'activité des citoyens soit vraiment cessée, notamment en matière d'activité économique. Et on connaît bien la situation économique en Algérie où beaucoup de patients et une proportion importante qui travaillent dans l'informel. C'est très difficile de cesser une activité économique informelle qui est source de revenus pour plusieurs familles. Donc, c'est ça la peur essentiel pour les déconfinements, et ça vient dans un mois particulier qui est le mois de Ramadan, il faut le dire. On a vu ça et on voit la même chose en France. Hier, il y avait un afflux important d'acheteurs, de clients sur des points de vente de cosmétiques, de vêtements, de tabac, etc. Donc le déconfinement, il fait vraiment peur. Maintenant, faire un confinement total, c'est vraiment très, très difficile. Toujours, l'activité économique, il faut penser à ça. Le deuxième point, c'est l'effet psychologique. C'est pas bien de maintenir la population toujours otage d'une peur. Certains disent même qu'on est en train d'exagérer l'effet de cette maladie. Donc elle n'est pas, certes, il y a un petit malentendu, c'est pas une maladie très contagieuse, c'est une maladie contagieuse. Il y a des maladies beaucoup plus contagieuses qu'on rencontre souvent dans notre pratique courante, notamment la rougeole. La rougeole, elle est beaucoup plus contagieuse que le Covid. Et actuellement, on note même une baisse de la contagiosité du virus. Je pense un déconfinement partiel comme ça se fait actuellement, c'est une bonne chose. Le temps de passer le mois de Ramadan, c'est vraiment, il est très, très mouvementé. Et après l'Aïd, on va voir. Docteur Daouleila, alors si on prend cette orientation où il va falloir à un moment donné quand même déconfiner plus, ça suppose les moyens qui vont avec. Ailleurs dans le monde, on maintient des mesures barrières, distanciation sociale, donc ne pas refaire n'importe quoi dans l'espace public, ce qu'on essaie de maintenir toujours le mètre et demi, etc. Masque. Donc, les masques, à ce moment-là, on ouvre une problématique du masque et test pour suivre ceux qui sont atteints et les isoler. Ce qui s'est passé en Asie et qui a permis de bien répondre à la crise. Est-ce qu'on a les moyens de faire tout ça quand on va déconfiner ? Déjà, en parlant de déconfinement, je pense que la mesure se prépare. Elle se réfléchit, elle se prépare. Il est hors de question de parler de déconfinement avant d'avoir des chiffres épidémiologiques qui sont rassurants. Donc, c'est-à-dire que on doit être à la fin d'une courbe, parce que vous savez, une courbe épidémiologique, ça monte, ça atteint un pic et ensuite ça redescend. Donc, il est clair. On parle de R0 inférieur à 1. Proche de 1. R0 proche de 1, effectivement. C'est ça. Donc, c'est l'indicateur. R0, c'est la transmissibilité, c'est le taux, c'est un patient malade. Combien peut transmettre, on peut infecter. On était au début de l'épidémie à 2,5 quand même. Donc, et il faut que le R0 atteigne ou soit proche de 1. Là,
Donc il y aura aucune mesure, je pense, prise avant d'avoir un R0 proche de 1. Ensuite, il faudrait éventuellement penser à réorganiser toute une vie publique. C'est-à-dire que les mesures, oui, et réapprendre soi-même à vivre dans l'espace public, c'est-à-dire que les mesures, donc on ne revient pas dessus, hein, les distances de sécurité d'un mètre et demi, le port de masque, bon là on voit que on entend des chiffres de 7 millions par semaine. C'est bizarrement le chiffre que le Maroc produit. Le Maroc le produit par jour. Ou qui prétend produire. On espérait que vraiment j'avais un peu plus d'imagination, mais là ça fait un peu copier-coller, il faut le dire comme ça. Voilà, donc on espère que les masques soient disponibles un peu partout, qu'il y ait des points de vente aussi disponibles, qui soient à un prix abordable, hein, c'est important parce que ça touche aussi le porte-monnaie du citoyen. Sinon, vous savez, quand il n'a pas assez d'argent pour se protéger, ben, il ne se protège pas, tout simplement. Et se dire aussi de le faire d'une manière... Donc le déconfinement doit être pensé graduellement, ça veut dire que ça va être des vagues. Et non pas, parce qu'on a vu, on a eu un petit test, quand on a ouvert juste les commerces, certains commerces, vous avez vu l'afflux de gens, c'est normal, vous laissez une population donnée confinée ou isolée pendant un moment, il est clair que les réflexes reviennent, et puis bon, voilà, il y aura un afflux massif et tout, donc contrôler tout ça et essayer d'y aller progressivement, parce que notre crainte en fait c'est de tomber dans une deuxième vague et qui serait encore plus virulente que la première. Donc c'est plutôt ça. Donc le déconfinement, il se pense, il se réfléchit et il y a des mesures éventuellement il est très difficile aujourd'hui de pouvoir parler de déconfinement, mais il faut déjà y penser parce qu'on ne va pas rester éternellement confiné. Ça c'est... Alors, dans les zones de flou, évidemment, on ne va pas rester tout le temps déconfiné, mais on a intégré l'idée qu'on allait vivre avec ce virus encore plusieurs mois, parce que voilà, il n'y a pas d'effet de saisonnalité avéré, donc il peut dépasser l'été et rester donc à l'automne prochain. Ce qui pose la question des prises en charge thérapeutiques. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, docteur Boutabou, il n'y a pas de retour sur les études suffisamment probantes pour dire qu'il y a un protocole plus efficace qu'un autre. Il faut le dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, on a lancé l'hydrochloroquine comme étant un peu la panacée des réponses, mais les derniers tests montrent que ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est toujours ce protocole combiné à d'autres rétroviraux qui est pratiqué dans la réponse thérapeutique au chloride-19? Et à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de continuer? C'est toujours le même traitement, c'est toujours le même protocole thérapeutique. Il faut savoir que le protocole thérapeutique a été émis par une directive ministérielle émanant de la commission scientifique. Ils ont bien spécifié les critères diagnostiques, ils ont bien spécifié les formes du Covid, ils ont bien spécifié la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à toutes les formes de Covid? Si. Il ne s'applique pas à toutes les formes de Covid. Et pas au même stade de la maladie aussi. Pas au même stade de la maladie. Donc on a des formes vraiment très frustes. On n'est pas obligé de traiter par l'hydroxychloroquine, notamment chez des sujets qui sont jeunes. Donc un patient qui est jeune, qui a moins de 30 ans, qui n'a pas de tard, qui n'a pas de signe de sévérité, ce n'est pas nécessaire de le traiter par l'hydroxychloroquine. Sinon, on va mettre beaucoup de patients sur hydroxychloroquine et tout le monde avait peur des effets secondaires de ce traitement. Je pense qu'il y avait une exagération concernant ces effets secondaires, mais un petit peu justifié par la dose qu'on donne, parce que ce n'est pas une dose habituelle qu'on donne aux patients qui sont sous chloroquine, parce qu'il faut savoir qu'on le donne chez certains rhumatismes, certaines formes de rhumatisme, on le donne. Il y a des patients qui le prennent de façon régulière. Donc, mais ce n'est pas la même dose. Donc, on avait des craintes concernant ça. C'est vrai, c'est bien codifié. Il faut prendre ces précautions. Il faut faire un examen cardiovasculaire simple, notamment un électrocardiogramme. Il faut faire un ionogramme sanguin, s'assurer du taux de potassium. Mais en parlant de son efficacité, on est vraiment dans l'attente d'études. Vous me direz, est-ce que ça justifie de le prescrire maintenant? Je ne pourrais pas vous dire,
Parce que pour la simple raison, c'est vraiment controversé. Enfin, des derniers échos qui parviennent un petit peu des études en cours, notamment sur le territoire européen, pour le moment, on ne peut pas affirmer que ce soit une réponse thérapeutique. Pour une simple raison, je reviens toujours à ce qu'on disait au début, c'est une maladie qu'on ne connaît pas. De temps en temps, il sort un article où il te dit on s'est trompé, le Covid c'est pas ça, c'est ça. Parce que il faut savoir que l'hydroxychloroquine, qui n'est pas un antiviral, son but et sa réputation, elle a été essentiellement fondée sur sa capacité à réduire la charge virale. Donc notamment le professeur Raoult de Marseille qui a fait des tests. Sur des patients, il a constaté en faisant des tests de charge virale que les patients sous hydroxychloroquine, ils ont moins de charge virale. Donc, c'est ce qui est le début de la réponse. Parce que ça permet ensuite à la prise en charge auto-immune. Voilà, et réduction de séjour en intra-hospitalier. Donc, on avait des malades qui séjournaient moins. Maintenant, est-ce que c'est un critère solide? Le fait de réduire la charge virale, le fait de réduire le nombre de jours passés à l'hôpital, est-ce que c'est un critère solide? Ce n'est pas un critère solide. Le plus important, c'est de réduire la mortalité. C'est ça le plus important. L'autre problème, c'est qu'on s'attendait à un effet miracle parce qu'on ne connaît pas vraiment la maladie. Et maintenant, il faut savoir qu'on donne beaucoup de traitements associés à la chloroquine. On ne donne pas uniquement ça parce qu'on n'a pas une connaissance suffisante de la maladie. Je vais vous citer un exemple. À un moment donné de la maladie, par exemple, si on hospitalise un malade et qu'il a des lésions pulmonaires sévères d'origine infectieuse, qui sont virales, au bout du 7e jour, on donne des corticoïdes. Tout le monde sait que les corticoïdes, ils sont contre-indiqués en cas de maladie infectieuse évolutive, mais on a remarqué que les corticoïdes donnaient de bons résultats. Donc à ce point, on ne connaît pas vraiment la maladie. Il faut savoir que des patients qui ont des lésions... Les corticoïdes donnent de bons résultats, en dépit du fait que nous sommes dans un tableau viral. Alors qu'on ne savait pas. L'autre traitement qu'on peut donner, parce qu'on comprend plus la maladie, c'est qu'on donne des traitements anticoagulants. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'au niveau des poumons, il y a plusieurs caillots de sang qui se forment au niveau des poumons et ça va engendrer une détresse respiratoire très importante qui explique la mortalité. Donc il n'y a pas uniquement l'hydroxychloroquine qui est mis au devant, donc il faut parler de ces thérapeutiques et notamment des antibiotiques. Les antibiotiques, ils jouent un rôle très important parce que dans ces cas de Covid, on peut avoir des surinfections bactériennes qu'il faut mettre sous antibiotiques, notamment chez des enfants. On parle très peu des enfants, mais le peu de patients le peu d'enfants qui ont été hospitalisés, c'était des surinfections bactériennes qu'on traite par des antibiotiques et ils répondent bien. De la nécessité d'un protocole avec beaucoup de principes actifs et pas seulement le principe dont on parle beaucoup, l'hydroxychloroquine. On va terminer cette émission sur une vocation qu'a le collectif Amana qui est peut-être pas aussi connue, c'est celle d'organiser aussi, de participer à la solidarité qui a entouré les personnels soignants. Donc ma question c'est de savoir... Il y a eu un élan, il y a eu des dons, les Algériens se sont mobilisés autour de leur personnel soignant dans les hôpitaux, ceux qui étaient en première ligne. Est-ce que les besoins ont changé en cours de route? Est-ce que l'expression des besoins, est-ce que les dons et ce qui vous arrive correspond à ce dont vous avez besoin dans les hôpitaux? On a beaucoup insisté sur les équipements de protection, mais est-ce que depuis ça a changé? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Je tiens d'abord à remercier tous les citoyens algériens qui se sont mobilisés dans cette période un peu charnière à collecter des dons, à donner des dons, à se mobiliser pour pouvoir aider le personnel soignant qui était en première ligne. Alors, en ce qui concerne, oui, effectivement, on a eu des périodes, donc des périodes ils étaient un peu plus en manque. Aujourd'hui, on arrive éventuellement, en fonction de notre réseau et de nos connaissances, donc d'établir un réseau, c'est ce qui est important, donc un réseau fiable, parce que ce qu'on voulait éventuellement, ce que MNAS s'est mis dans une posture de médiateur, c'est-à-dire qu'on voulait éventuellement et surtout
acheminer ces dons à qui de droit et que ça ne soit pas un peu relayé à droite, à gauche. Donc vraiment aux personnes qui sont au front, au personnel donc soignant. Ce qu'on a, c'est qu'il y a eu un manque. On arrive en fonction des donateurs, de notre réseau, d'acheminer le maximum de dons en fonction des demandes. Mais ça a été aussi une répartition un peu drastique. Donc ils avaient il y a eu cette kit. difficulté de la concentration du passage des dons par la PCH, par la pharmacie centrale des hôpitaux. Le gouvernement a beaucoup insisté, le ministère, pour que ça se passe comme ça. Comment vous avez dealé avec cette contrainte? Je pense que la crainte des autorités, c'était surtout que le matériel puisse se retrouver dans un marché parallèle et être revendu, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Hein. Et en temps de crise, vous pouvez voir... surtout sur consommation Internet. Exactement. C'est-à-dire qu'ils voulaient gérer la consommation et l'acheminement, ce qui est bon, c'est ça, hein, il faut bien gérer une crise, et qu'il n'y ait pas de surconsommation, parce on sait très bien qu'il y a aussi du gaspillage à côté, donc pouvoir gérer du gaspillage de quoi, du liquide de ce liquide ou du gel ou des masques, enfin les masques, on a l'impression plutôt qu'il y avait une pénurie, il ne peut pas y avoir de surconsommation. Non, en temps réel, vous pouvez avoir, parce qu'il faut établir les besoins. C'est ça, ce qui est difficile. Oui. Établir le besoin en temps de crise par service Covid, par personnel soignant, donc établir exactement qui est au front. Tout ça, c'est des stats, quoi. Donc c'est un calcul à faire et pouvoir gérer, une distribution donc de matériel. Bon, c'est pas évident. Cela dit, je pense que ça a été un peu. Il y a eu beaucoup de dons qui sont arrivés, mais dans la chaîne Solidarité, qui est en amont, ce sont des citoyens, des entreprises, des institutionnels, on a parlé beaucoup aussi de la diaspora, qui sont les donateurs les plus actifs, on va dire, un peu de tout. Alors, on a eu beaucoup de donateurs particuliers. Hein. Moi, personnellement, on m'a appelé, on m'a dit voilà, j'ai un petit don, est-ce qu'il serait possible de l'acheminer? Donc, je ne sais pas comment faire, orientez-moi. Il y a eu aussi des donations de part d'associations, de particuliers. Oui, j'ai cru entendre qu'il y a eu aussi des entreprises qui ont financé aussi l'achat de dons. Donc oui, mais ça représente quoi en fait par rapport à tout l'acheminement du matériel? Ça représente à peu près 10-15%. C'est pas pouvoir gérer un acheminement de matériel médical à tout l'ensemble du pays. Il faut un budget d'État. Oui, alors le budget d'État, ça me permet de poser la question à Dr Nasser Bey. On a imaginé à un moment donné que cette chaîne de solidarité allait suppléer l'État pendant un certain temps, le temps, parce que les mécanismes d'acquisition des équipements de protection par l'État sont plus longs, les masques, les tests, etc. Est-ce que la jointure s'est faite? Est-ce que maintenant, vous êtes, par exemple, au CHU de Blimsous, vous consommez plus ce qui vous arrive par le canal normal de l'État? Je pense que la consommation la plus importante dans notre structure, c'est essentiellement ce qui provient de la PCH, du circuit normal. Du circuit normal. Certes, il y avait à un moment donné un manque surtout des masques de FFP2, donc il faut le dire, c'est un manque qui est mondial. Vu la conjoncture actuelle, c'est difficile d'importer, etc. Donc il y avait un véritable manque, surtout lorsque les gens ils sont demandeurs. Comme l'a bien dit Lila, il faut spécifier des besoins. Donc les gens qui sont en front, qui sont confrontés à des malades Covid, c'est eux qui doivent porter des FFP2 pour se protéger. Donc ça, c'est important. Donc à un moment donné, tous les services étaient concernés par les malades Covid. Donc certes, vous avez des infirmiers et du personnel médical qui travaillent dans un service Covid, mais les malades, il faut savoir qu'ils ont d'autres pathologies.
ils ont une pathologie ophtalmologique, ils ont une pathologie hématologique, ils ont une pathologie cardiologique. Donc, les patients, ils nécessitent des avis et des avis spécialisés. Donc, ils doivent être acheminés vers des cardiologues, vers des hématologues, vers des gynécologues, etc. Donc, on s'est rendu compte que les besoins ils sont plus importants. Donc, on devrait même équiper ces centres qui sont pas Covid, vu qu'ils délivrent des avis. Donc, il y avait une consommation encore plus excessive. Et donc, le stock qu'on avait, notamment en matière de FFP2, était insuffisant. L'autre problème, c'est la crainte du personnel médical et paramédical, parce qu'un patient Covid, il ne vient pas vous dire que je suis Covid. Donc, tu ne peux pas savoir, il vient, et il est là, il a des symptômes vraiment légers, ça nous est arrivé tous, sans masque FFP2, et on examine un patient qui est Covid sans le savoir. En principe, quand on arrive dans un service de consultation, on doit porter le masque systématiquement, parce que c'est peut-être l'obligation qui va se généraliser à tous les espaces publics, notamment les plus confinés, les transports publics, etc. L'élan de solidarité, est-ce qu'il ne s'est pas un peu relâché parce que les chiffres n'ont pas... Il est toujours l'exemple. Non, on y tient, on lâche pas tant qu'on est en pleine épidémie, on continue et c'est toujours en fonction de la demande. Donc on sait très bien que la demande va affluer et voilà. Mais après, il n'y a pas eu que des dons de matériel médical. Il faut bien dire qu'il y a eu, on a acheminé des repas pour le personnel de santé. On a voulu aussi donc pouvoir prendre en charge le couchage du personnel soignant, parce que ils étaient confinés, tout le monde est confiné, donc ils ne voulaient pas contaminer leur entourage, donc ils étaient contraints de passer la nuit aussi dans des structures hospitalières. On a pensé à tout ça, donc il y a eu un élan formidable. Bon, je tiens quand même à le remercier. Et qui ne s'est pas démenti. Merci beaucoup. Merci. Donc au docteur Boutagou Leila et au docteur Nasser Bey Mustafa du collectif Amana de nous avoir fait une radioscopie de la situation de la pandémie à ce jour. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Nos amis auditeurs, vous pouvez nous rejoindre toujours et continuer à fréquenter nos contenus sur radio1.info. Avec un VPN, parce que le site n'est pas accessible autrement en Algérie, et puis sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. À bientôt. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.